dit d'ailleurs d'extrême gauche ou d'extrême droite, puisque parfois des propos populistes sont tenus par des hommes et des femmes politiques de partis dits traditionnels. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de viser par là? On a surtout essayé de viser des propos qui, quelque part, créent des peurs dans le peuple et encouragent les peurs des citoyens, et puis exploitent cette peur avec des discours qui sont souvent des contre-vérités, des mensonges sur l'Europe. Et on dit qu'il y a énormément de mensonges sur l'Europe qui sont dits de façon volontaire par des hommes et des femmes politiques, et puis aussi qui exploitent ces peurs pour donner des solutions tout à fait farfelues et presque malhonnêtes. Alors, nous, ça nous inquiète, d'abord parce que nous pensons que c'est une menace pour la démocratie, ça rend le débat démocratique extrêmement difficile, et on s'est demandé, de façon assez honnête et franche, est-ce qu'il y a une responsabilité de l'Europe dans la montée de ce populisme? Tout ce qu'on a entendu tout à l'heure me suggère que oui, il y a probablement une responsabilité, même si la responsabilité est très partagée. On a dit il n'y a pas de débat politique. Pourquoi il n'y a pas de débat politique en France entre la gauche et la droite traditionnelle? Je pense, d'une part, parce que les partis traditionnels eux-mêmes n'ont pas une idée commune, une vision commune de l'Europe, donc ils sont déjà divisés à l'intérieur des partis, donc ils ont, je pense, beaucoup de difficultés à exprimer une vision européenne forte, claire, et donc a fortiori à débattre entre eux, alors qu'en réalité, quand leurs représentants sont à Strasbourg au Parlement européen, ils ont là, par contre, des débats gauche-droite extrêmement clivants. Il y a du vrai débat en Europe, comme il y a du vrai débat à la Commission européenne, il y a du vrai débat au Parlement, il y a du vrai débat au Conseil, qui sont souvent des débats gauche-droite. En France, on ne les entend pas du tout. Et bien sûr, ça favorise les populistes. Deuxième chose, je pense qu'il reste quand même, en France en tout cas, une certaine jalousie dans les élites politiques et administratives qui continuent de penser que l'Europe est quelque part en concurrence avec eux, que le pouvoir européen est quelque part en concurrence avec un pouvoir français. Et je pense que ça, c'est un vrai problème. Alors, tous les discours politiques qui font de l'Europe un bouc émissaire, pour moi, ont un effet assez désastreux. Je l'entends sur le terrain. Je voyage énormément en France. Qu'est-ce que j'y entends? Des peurs que je peux peut-être résumer en donnant quelques exemples assez typiques de ces peurs. Je parle dans un CSA à Arras. Un CSA, c'est un centre de formation, pardon, un CFA, un centre de formation des apprentis à Arras, et je parle de la mobilité, de possibilités qu'offrent les programmes Erasmus, et j'ai un jeune homme qui me dit, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en faisant un stage tel que vous me proposez, je vais perdre mon identité? Qui lui a mis dans la tête que le fait de voyager en Europe pour 3 ans peut lui faire perdre son identité? C'est pas quelque chose qui vient de lui, ça vient de discours politiques. Je rencontre un vieux monsieur à Marseille, il me dit moi j'ai une pension européenne, madame. Et si ma pension est insuffisante, c'est à cause, en l'interrogeant, il m'explique que c'est parce qu'il considère que cette pension, si elle réduit son pouvoir d'achat, c'est à cause de l'euro. Pourquoi? Parce qu'en France, on rend l'euro responsable du manque de compétitivité de la France, de toutes les difficultés de la France. Alors que tous les partenaires de la France, avec l'euro, ont des balances commerciales excellentes. La zone euro est très largement exportatrice, et il y a plus d'exportation que d'importation. Donc l'euro ne rend pas difficile la compétitivité de l'Europe, et
ces résultats à l'exportation. Par contre, en France, on aime attribuer à l'Europe ces difficultés. Comme on attribue, je vois à la directive... Je sens qu'il va y avoir du débat avec Eduardo, qui n'était pas là tout à fait d'accord. Bah oui. Oui. Alors, on attribue à la directive travailleurs détachés exactement l'inverse de ce qu'elle fait. La liberté de circulation des travailleurs, elle existe depuis le traité de Rome, donc elle existe depuis 1957. Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire, la directive travailleurs détachés? Son unique objectif est de lutter contre le dumping fiscal, social. La directive travailleurs détachés, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, par rapport à la liberté de circulation des travailleurs qui existait déjà, il faut un minimum de conditions, et les travailleurs qui sont détachés, qui peuvent être détachés depuis 60 ans, il faut que leurs employeurs respectent les minima en matière de salaire, d'hygiène au travail, de protection du travail, etc. Donc c'est au contraire une directive qui réduit le dumping social, qui lutte contre le dumping social. Et la nouvelle proposition qui a été mise sur la table par la Commission, elle vise à renforcer les contrôles. Parce qu'un des problèmes qu'il y a eu, qu'on a constaté après cette directive, c'est qu'elle a été mal appliquée parce que les contrôles n'étaient pas exercés. Or, les contrôles, c'est la responsabilité des États membres. C'est pas les fonctionnaires européens qui font sur place les contrôles. Les fonctionnaires européens, ils vérifient que les fonctionnaires français contrôlent, mais c'est avant tout à la France à contrôler que les règles sont bien appliquées. Mais au lieu de ça, on attribue la faute à l'Europe. Et donc, là, il y a un vrai problème de discours anti-européen et qui, à mon avis, est une vraie menace pour la démocratie et pour le fonctionnement de l'Europe. Quand des partis nous disent que leur objectif au Parlement européen est d'empêcher le Parlement de fonctionner, de bloquer le fonctionnement du Parlement, et qu'en même temps ils attaquent la démocratie européenne, en réalité ils sont en train justement de saper cette démocratie européenne pour mieux pouvoir l'attaquer, et ça c'est pour nous extrêmement dangereux, et c'est une des choses qui vraiment a motivé ce débat, parce qu'on essaie de comprendre, d'avoir des idées de vous aussi, qu'est-ce qu'on peut mieux faire en Europe, peut-être mieux montrer qu'il y a un débat démocratique. C'est parfois difficile à la Commission européenne, puisque la Commission européenne décide par consensus, de façon collégiale, il y a un collège, donc ce qui sort de là est un compromis qui a été discuté en interne et qui ne ressort pas bien à l'externe, qui parfois peut être un compromis lisse, et en France on n'a pas l'habitude du compromis, on a l'habitude de la confrontation. Ce que disait Jean-Daniel tout à l'heure, c'est qu'en France, la culture du compromis, c'est pas notre culture nationale. Voilà. Or en Europe, on est dans une sorte de perpétuelle grande coalition. Ce qui ne veut pas dire que les poids des partis politiques n'ont pas une importance, parce qu'ils font pencher la balance plus d'un côté que de l'autre. Mais les résultats des décisions sont très souvent nécessairement le résultat d'un compromis politique. Et ça, on ne le voit peut-être pas suffisamment. Et ça, c'est quand même une des premières choses que je pense qu'on pourrait mieux communiquer. Alors, une réaction d'Eduardo, je voyais que tu réagissais à ce que disait Anoukman sur l'euro, c'est ça? Sur l'euro, et puis même... Est-ce que la classe politique dans son ensemble donne une mauvaise image de l'Europe? Tu es la classe politique ce matin? C'est très simple. Cette Europe est en train de tuer l'Europe. Cette Europe est en train de tuer peut-être même l'idée d'Europe qui pourrait conquérir les cœurs et les esprits des Européens. Et si on fait semblant de ne pas s'en rendre compte, c'est terminé. C'est quoi l'Europe pour vous? L'Europe, c'est nous. L'Europe, ce sont les ministres français, ce sont les députés français, c'est nous tous. Or, le problème... C'est nous tous, sauf que c'est pas nous tous qui avons le sentiment. Mais le problème en France, c'est que les ministres vont défendre des choses au niveau européen, et quand ils arrivent en France, ils disent c'est l'Europe. Oui, non, mais je pense qu'on peut mettre ça. Il y a de la démagogie. C'est assez typique justement du populisme. L'argument que vous avez, c'est un argument qui existe depuis des dizaines d'années. Force est de constater qu'il ne marche pas. Si le plus européen, je ne peux pas être plus européen que je ne le suis, mais si on fait semblant que les problèmes n'existent pas, qu'on n'arrive pas à convaincre, que ces arguments-là ne marchent pas,
et qui font le lit des populismes, et bien à ce moment-là, je vous dis, l'Europe elle sera morte et très vite. Soit on est capable d'avoir une politique d'industrialisation à l'échelle européenne. Prenons la question énergétique. Prenons la question Alors, énergétique. ça tombe bien parce que notre Ça tombe bien, spécialiste capable d'avoir Ça une tombe politique bien. énergétique. Mais Allez, qui je termine ici, Ouais. juste pour vous donner un exemple. On est incapable, et les gouvernements aussi leur parlent de responsabilité, d'avoir une politique énergétique, c'est-à-dire une capacité géopolitique à être indépendant. Mais je vais vous donner Il la suffit raison. juste de Je vais regarder vous donner la ce raison. qui se passe aujourd'hui entre la Russie, Là. l'Ukraine, la position impossible de l'Allemagne parce qu'elle dépend à 30% du gaz qui vient de la Russie. Et parce qu'on n'a pas d'indépendance énergétique, on n'a pas de possibilité à peser sur des enjeux fondamentaux qui viennent demain. On n'a pas la capacité, on est une colonie numérique, comme l'a dit un rapport justement du Sénat, et on n'a pas de politique d'innovation suffisante en Oui, Europe, mais- alors que la guerre économique est là. Moi je vous le dis, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de problème d'exportation en Europe exportée, ce sont sans doute des chiffres macroéconomiques justes, mais il faut les détailler. On ne peut pas mettre les pays à la même échelle, tout le monde n'exporte pas, on n'a pas de politique d'innovation suffisante en Europe, et les atouts qui aujourd'hui existent en Europe ne sont pas suffisamment approfondis par l'Europe, et à mon avis, c'est le chantier de demain. On ne peut Alors, pas continuer sur- sur le chemin actuel, sur qui l'énergie, à mon avis il va poser- produira des crises européennes majeures, et donc un effacement de la capacité politique de l'Europe à résister dans la bataille de demain, ce qui est une bataille d'abord économique, et bien sûr une bataille pour créer un modèle qui tire les citoyens vers le haut. Aujourd'hui, on n'y arrive pas, il faut passer à une nouvelle étape en fait, de la construction européenne, d'approfondissement politique, si on veut que les peuples nous suivent, et d'abord les gens en Europe, bien entendu. Oui, non, on est bien d'accord, mais je reviens à sur ma l'énergie question. notamment. L'Europe, c'est qui? L'Europe, ce sont les gouvernements, ce sont les citoyens. Or, en matière d'énergie, qui veut garder la compétence sur son mix énergétique? La France. La France. L'Allemagne, mais bien sûr, mais la France aussi, et la France au premier lieu. Oui, mais donc, il ne faut une pas intelligence dire que c'est l'Europe, que la France commence à L'Europe n'est dire, pas nous, une abstraction. on est prêt à ce qu'il y ait une vraie politique énergétique européenne. Mais la France ne le dit pas. Elle dit, quelque part, il n'y a pas de politique européenne énergétique, mais c'est la France qui ne veut pas de politique européenne énergétique. Donc il faut essayer d'être cohérent, c'est pour ça que les citoyens ne comprennent rien. Parce que, lisez le traité, il y a 28 États membres qui ont voulu écrire dans le traité que les États membres doivent garder le contrôle sur leur mix énergétique. Alors avec ça, ça devient difficile effectivement d'avoir une vraie politique énergétique en Europe. Mais il ne faut pas l'attribuer à une Europe lointaine, à Bruxelles. Il faut justement que le gouvernement français ait un discours cohérent auprès de ses partenaires, qu'il aille dire à l'Allemagne que la politique énergétique de l'Allemagne, c'est une question européenne. Et c'est d'ailleurs ce que la Commission a fait. La Commission, dans ses recommandations à l'Allemagne, elle dit que l'Allemagne n'aurait pas dû abandonner le nucléaire sans se concerter avec ses partenaires, parce que évidemment que les États membres sont interdépendants dans le domaine de l'énergie, et évidemment qu'ils devraient considérer que leur politique énergétique et leur choix de mix énergétique est une question d'intérêt européen. Quand on choisit le nucléaire, ça a un impact sur ses voisins, parce que la question de la sécurité, de la sûreté nucléaire, évidemment que ça impacte les voisins de la France, même ceux qui ne choisissent pas le nucléaire. Et donc le choix du mix énergétique devrait être un choix européen, mais il ne faut pas attribuer ça à une Europe abstraite et lointaine. Il faut justement être cohérent. Et je pense que c'est exactement ça qui manque, et c'est exactement ça qui crée le lit des populismes. C'est l'incohérence des gouvernements qui n'assument pas auprès des citoyens les choix qu'ils font au niveau européen. Est-ce qu'il n'y a pas deux langages, un langage européen et un langage national? Parce que les politiques n'ont pas ces deux langages-là quand même. Évidemment qu'il existe, mais moi ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter maintenant de jouer. On est plus dans la jeu. C'est l'avenir de l'Europe qui est en question, et donc l'avenir de nos pays. Toi, tu plaides pour la cohérence Du aussi. courage politique. Donc vous plaidez pour la cohérence aussi? Je plaide pour la Courage cohérence, politique. mais je plaide aussi pour changer d'une politique Ça, c'est européenne qui est fixée aujourd'hui par une commission qui ne voit pas les enjeux. Mais c'est pas la commission, C'est pas Mais là, les c'est États. bien ça. Il y a les États. C'est vous. C'est bien ça, c'est vous, c'est Il y a vous, nous c'est vous. et il y a tout le monde. Mais c'est- À un moment c'est pas donné, la il y a une commission. incarnation aussi Mais oui, à travers la commission. mais vous ne l'incarnez pas. Barroso, il existe. Vous ne l'incarnez pas. Oui, mais Tout votre discours, vous ne relisez l'incarnez les pas. traités, relisez les traités. Alors, Moi, je on vous va dis faire, que je vais faire un peu de si pédagogie il n'y a pas élémentaire. un- Je vais faire la parole ce que je peux dessus faire. les deux, Non, On va faire un débat avec Et, la salle dans 2 Je secondes. pense qu'il faut Tout le monde est responsable. Partagez la parole. Attendez, mais il faut- certains sont plus responsables que d'autres. Moi, je vous dis qu'il y a des enjeux qu'il faut qu'on pose politiquement,
et qu'il y aura des questions auxquelles on devra répondre. Et aujourd'hui, l'Europe telle qu'elle fonctionne, elle ne répond pas à ça. Les nations aussi, peut-être qu'elles n'y répondent pas. On est d'accord. Moi, je voudrais Le double discours, il existe. Et donc, moi, ce que j'appelle, c'est à du courage politique. Et on peut en débattre. On en attend. Je voudrais faire circuler un micro. Je voudrais faire 2 mots de clarification, parce que je pense qu'ils sont importants. C'est le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, qui décident des orientations politiques de l'Europe. Ce n'est pas la Commission. Ce sont les ministres des États membres et le Parlement qui légifèrent. La Commission ne légifère pas. Donc, on ne peut pas accuser la Commission de... Oui, mais... Tous les mots. Non, mais c'est facile.